Non, c'est un nouveau soir. Tous ces gens bien élevés, surélevés, qui prétendent nous faire la leçon, nous corriger au nom de la vraie culture. La leur, hélas. Ont-ils jamais regardé vivre un arbre? Sans doute, mais un arbre, par exemple, enraciné en tête d'homme. Un arbre à monde parcouru de vents bleus, peuplé d'absences en forme de femme, déchiré de silence, de lune, de violon, de fleurs. Je ne saurais jamais à qui et à quoi peut servir une maison de la culture, si ce n'est pour recevoir en toute saison ces arbres-là, pour le plaisir de les voir vivre, tout simplement, comme chez eux, parmi les autres, aussi déraisonnablement que dans toute forêt que l'on respecte, c'est-à-dire une forêt où tous les arbres sont libres de ressembler à ce qu'ils sont. Wow, merci, merci. Ce titre a pour titre Les droits du rêve. Il a été écrit en octobre 1963 pour l'inauguration de la Maison de la Culture de Bourges et dont nous nous sommes fait virer en 1969. Et c'est pour ça que je me retrouve ici, puisque nous sommes venus en 69 fonder le théâtre de Nice avec Gabriel Monet qui a écrit ce texte. Alors, parmi les ateliers, moi, s'il y a un atelier culture, je suis preneur. Parce que je pense que c'est ce qui sert à vivre ensemble. Oh oui. Et j'ai une expérience, bien sûr, mais je ne l'imposerai pas. Sans doute des plus jeunes que moi auront aussi des idées et je souhaite vivement y participer. Et le Havre, c'était bien hier. Bonsoir. À vrai dire, j'avais pas prévu de prendre la parole ce soir. Pardon, j'avais pas prévu de prendre la parole ce soir. Ça s'est fait un peu par hasard. C'est juste que j'ai remarqué tout à coup que sur la liste des noms qui sont là, il y avait avant moi uniquement des hommes. Est-ce que c'est pas un peu étonnant? Merci. Regarde, on est trois filles là. Oui, mais ça, vous êtes venus après, oui. Et donc, quand on parle de refaire le monde et de rétablir l'égalité, elle commence aussi là, l'égalité, entre les hommes et les femmes. Et je suis plutôt étonnée qu'il n'y ait pas eu d'atelier d'égalité homme-femme. Vas-y, présent. Voilà, donc peut-être que c'est un projet à creuser aussi. Pardon? Ah, on peut oui, d'accord. Est-ce que vous voulez créer un atelier pour l'égalité homme-femme? Bon, bah très bien. Égalité tout court d'ailleurs, oui. Oui, oui. Ok. Désolée, c'est ma première soirée, ma première nuit debout. Voilà. Bravo. Bon. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Suzon. Bonsoir. Moi, je suis une étudiante strasbourgeoise en exil à Nice. Et je suis une jeune fille plutôt blasée, alors indignée un peu par ce qui se passe autour de moi, mais j'ai pas vraiment l'impression que je peux changer les choses. Je me sens à milieu des décisions politiques telles qu'elles sont prises. Et du coup, mon ambition dans la vie, c'est d'aller m'installer dans une ferme avec 10 personnes et de me débrouiller toute seule. Alors c'est bien pour moi, mais c'est quand même pas très ambitieux pour mon pays et mon monde. Et heureusement, j'ai une maman, et ma maman, elle est travailleure sociale.
Elle est travailleuse sociale et donc son boulot au quotidien, c'est de monter des plans d'aide pour des personnes âgées qui sont dans des situations difficiles, avec des revenus très faibles et souvent des situations familiales très compliquées aussi. Et grâce à elle, je me suis rendu compte que ici, c'était très difficile d'être dépendant. Que c'était très mal vu, c'était très honteux que de dépendre des autres, que d'avoir besoin des autres pour faire ce qu'on voulait faire. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est un peu dommage d'être aussi triste de dépendre les uns des autres, parce qu'il y a des gens dont la dépendance se voit beaucoup, les personnes âgées, peut-être les personnes handicapées, où ça se voit très bien. Je pense que tous les autres sont aussi très dépendants, que ce soit des autres humains, que ce soit des autres, de l'environnement, etc. Et je regarde les notes. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu, des gens, pas vraiment des gens, mais quelque part, on a voulu nous individualiser, nous réduire, nous mettre tout seuls face à nos problèmes pour qu'on puisse plus s'en occuper, en fait, pour qu'on soit perdu et malheureux. Et je pense qu'on pourrait peut-être arrêter ça. Et ben moi, je dépends de vous et je dépends de plein d'autres gens et ça me va. Et je pense que c'est normal qu'on ne sache pas tout faire, qu'on ne puisse pas tout faire soi-même et qu'on demande aux autres de faire ce qu'on ne peut pas faire. Et je pense que c'est un peu... ici, je pense que chacun a ses idées, a ses combats, ses luttes, des choses qui lui tiennent le plus à cœur. Ça ne veut pas dire qu'il est insensible aux autres combats, mais on est humain et on ne peut pas tout faire. Alors, je pense que c'est l'idée de la convergence des luttes, de se dire... je vais laisser quelqu'un s'occuper plus précisément d'un problème, mais je vais quand même être là et je vais quand même l'aider et je vais quand même me battre pour ce problème parce que je crois aussi que c'est un problème. Du coup, moi j'ai une proposition. J'aimerais bien... on est tous d'accord pour dire qu'on n'aime pas le monde tel qu'il est, qu'on a envie de le changer, que ça nous plaît pas. Et je pense que pour pouvoir changer le monde tel qu'il est, il faudrait qu'on commence par changer la façon dont les décisions sont prises. Et donc l'idée ce serait de créer une assemblée constituante, d'écrire la façon dont on veut que les décisions soient prises. Si on veut qu'il y ait des gens qui soient élus, comment on veut qu'ils soient élus? Est-ce qu'on peut être élu avec un casier judiciaire en ayant pris pour soi plein d'argent qui appartenait aux contribuables? Si on peut être élu longtemps, si on peut être réélu, toutes ces choses-là. Et comment est-ce qu'on décide et qui décide? Et est-ce qu'on fait de la démocratie directe? Ou est-ce qu'on trouve encore une autre possibilité, parce que je ne connais pas toutes les possibilités, de réfléchir ici, et puis de réfléchir avec les autres nuit debout, et puis tous les gens qui veulent participer. Et puis une fois qu'on aura quelque chose à présenter, on peut aller à l'Assemblée nationale, et puis aller leur dire, les gars, gentiment, mais fermement, les gars, vous avez eu votre chance, on a voté pour vous, vous êtes bien foutus de notre gueule, maintenant c'est à nous de nous installer ici. Voter cette constitution, et quand on aura décidé comment on veut choisir les choses, et on pourra choisir les choses, et même si on n'est pas d'accord, on n'aura pas de lutte de pouvoir, on n'aura pas de gens qui pourront imposer leur choix aux autres. Voilà. Merci. Et je voudrais juste finir avec une phrase en faveur de la démocratie directe. C'est une phrase d'Alexis de Tocqueville, qui allait étudier la démocratie américaine. On oublie parfois qu'il a commencé avant nous, mais il allait l'étudier dans ses débuts. Et il a dit que le suffrage universel ne servait qu'à légitimer l'exercice du pouvoir par ceux qui l'avaient déjà. Marina. Alors, bonsoir. Alors en fait, moi je vais porter la voix de gens qu'on n'a pas entendu beaucoup depuis vendredi. Et c'est la voix des chefs d'entreprise, parce que moi je suis chef d'entreprise, je suis une entreprise libérale. Et je fais partie des hommes et des femmes qui ne comptent pas leurs heures, qui sont des vaches à lait, parce que c'est ni plus ni moins que 70% de la totalité de mes gains que je reverse à l'État, quand on a enlevé la TVA, les charges et avant impôts. Et que tout cet argent-là rentre dans des caisses comme le RSI, comme l'URSSAF, et que parfois, l'URSSAF, quand il voit que les chefs d'entreprise, les petits, attention, on ne parle pas des grands, on est d'accord, on ne parle pas des grands, hein, mais quand les petits ont du mal, l'une des réponses de l'URSSAF du 06 l'année dernière, ça n'a pas été de se dire, on va aller à leur rencontre, on va les aider. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 60 contrôleurs en plus.
Ils ont mis 60 contrôleurs en plus pour aller voir les tout petits, ceux qui gagnent 70, 100 000, enfin qui font en chiffres, hein, pas qui gagnent, évidemment, on ne font pas chiffre d'affaires et bénéfices. Et il y a quelque chose qui s'est passé donc suite à un petit peu tous ces abus, c'est qu'à un moment donné, les chefs d'entreprise ont été regardés à l'Europe, puisqu'on est gouverné par l'Europe. Ils se sont dit peut-être qu'il y a des choses à faire pour nous aider. Et il se trouve que par exemple, en termes de cotisation, on peut, selon la loi européenne, cotiser nos cotisations URSSAF, etc., RSI, dans des caisses privées, où on serait protégé, mieux remboursé. Parce qu'il faut savoir que moi, demain, si je m'arrête de travailler, je n'ai pas de chômage. Si je tombe malade, je suis à 10 € par jour, en donnant la moitié de ce que je gagne. Autant vous dire que l'envie de se lever le matin pour aller bosser, il faut aller la chercher. Et en fait, l'Europe a dit, vous avez le droit, en Europe, les chefs d'entreprise font ça, allez-y, prenez des assurances privées, dans lesquelles vous allez cotiser, qui vont continuer à faire vivre vos pays. Oula! Et là, du coup, en France, ça dit, non, 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 c'est très bien l'argent où il est, surtout ne nous l'enlevez pas. Et là, il y a des chefs d'entreprise aujourd'hui qui s'appellent les moutons, les enragés, etc., qui se battent, qui ont des contrôles, qui se font littéralement écraser par la machine française, qui fait croire que cette loi est complètement illégitime, alors qu'à l'Europe, on dit si, si, c'est légitime. Alors pour les chefs d'entreprise qui sont là, parce que je vois que ça fait un petit peu oui quand même, hein, je me dis que il y a un organisme qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Et je me suis dit, ce serait, pourquoi pas, de se dire tous les chefs d'entreprise mettent leurs charges sociales à la Caisse des dépôts et consignations et somment la France de répondre à ce problème législatif européen. Maintenant, on veut des réponses. On ne dit pas qu'on ne paye pas, hein. On dit qu'on attend vos réponses. Ça, c'est une proposition. Et je voulais juste te répondre, Yann, par rapport à Yvon Grosso, parce qu'Yvon Grosso est le représentant du patronat ici. Il se trouve que c'est quelqu'un que je connais. Effectivement, notre envie, c'est de dire, vous ne comprenez pas ce qu'on vit, etc. Mais je me dis que si on veut changer un peu les choses, on peut soit évidemment lui pourrir la vie, soit lui dire, l'inviter, alors peut-être pas ici, il va peut-être pas répondre présent, mais avoir des représentants d'ici, aller le voir et lui dire, alors peut-être qu'avec les Nuits debout, on peut le recommencer, Yann, je te promets, on va essayer en tout cas, c'est de lui dire, on va rebaser les choses, viens peut-être avec nous parler, et peut-être qu'avec d'autres propositions et d'autres points de vue, on peut aussi faire évoluer le tien. Voilà, ouvrons la discussion et voilà, je voulais juste vous dire à quel point les Nuits debout me tiennent éveillée. Pour tout vous dire, vendredi, j'avais décidé de monter à Paris avant de savoir qu'il y avait une Nuit debout à Nice. Et je suis extrêmement fière de pouvoir participer ici à ce mouvement. Je suis fière de voir qu'on est dimanche et qu'on est quand même 70-80. Et je suis fière de voir qu'il y a des gens qui vont être là tous les jours. Merci, bravo, ça remplit le cœur, mais continuons, restons debout. Merci. Manon, micro. Bonsoir. Bon alors ça fait 3 soirs que je suis là et je n'osais pas encore prendre la parole, mais je vais parler des personnes en situation de handicap, puisque je les accompagne tous les jours, handicap physique. Donc je suis confrontée à des personnes qui donc apprennent qu'elles ont une maladie neuromusculaire, puisque je fais partie donc, de l'association française contre l'homéopathie. Pardon. Et ces personnes, donc, elles apprennent qu'elles sont malades et elles sont seules. Mais quand je dis seules, c'est-à-dire qu'elles doivent constituer des dossiers donc à MDPH, des dossiers importants. Il leur faut des certificats médicaux, il leur faut un nombre de documents, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils doivent adapter leur logement, mais compliqué quand on est une personne seule, qu'on est en fauteuil roulant. Et en fait, il n'y a personne pour les aider. C'est-à-dire qu'on leur dit voilà, vous êtes malade et maintenant démerdez-vous. Trouvez l'argent, allez-y. Faites appel à l'assistance sociale, mais eux, ils ont peut-être jamais eu affaire à ça. Donc tous les jours, moi j'appelle les assistantes sociales, j'appelle les hôpitaux et je coordonne toutes ces personnes pour faire en sorte d'améliorer le quotidien de ces personnes. Mais on n'en a pas parlé en 3 jours des personnes handicapées et voilà, je voulais juste qu'on ait une grosse pensée pour eux quand même. Merci. Camille, au micro. Alors bonsoir à tous, moi je suis là pour parler pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ce soir, pour tous les animaux qu'on a dans notre région. Aujourd'hui je vais vous parler de Marineland, qui est notre abattoir à nous ici sur la côte,
qui a réouvert ses portes malgré les tonnes et tonnes de morts. Donc le préfet des Alpes-Maritimes a fait une demande au maire de Juan-les-Pins concernant Marineland et toutes les autres, tous les autres endroits qui ont été sinistrés lors des inondations. Ils ont fait fermer 4 campings, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de parler en public. Ils ont fait fermer 4 campings trop sinistrés, mais ils ont quand même rouvert Marineland. Avec le nombre de morts qu'on a eu, c'est juste inacceptable. Mais le poids économique sur la balance, c'est pas du tout le même. Hein, quand on sait que la place est à peu près à 40 €, je crois qu'on comprend vite ce qui pousse à la réouverture aussi rapide. Donc moi voilà, je suis là pour rencontrer des gens qui seraient d'accord pour faire plus de manifestations, bien que l'association Les Sans Voix PACA soit assez souvent sur le coup, le collectif animalier 06. Et voilà, moi j'aurais pour projet de mettre en place un happening sur Nice, vraiment dans le cadre contre Marineland, parce que sur Antibes c'est déjà trop fait et on se fait vite virer. Voilà, ce serait filet de pêche et tous les volontaires qui viennent me voir. Moi je suis Camille et voilà. Yes. Bravo. Merci Camille. Sandrine, au micro. J'ai déjà dit plein de fois. Sandrine. Bonsoir, je m'appelle Sandrine, j'ai 34 ans. Je suis lingère dans une maison d'accueil pour handicapés à la Masse Palme-Rose. Et ce soir, je viens vous parler parce que, en fait, je pense que le mouvement citoyen, c'est quelque chose de plus important que le reste pour changer la société. Mais je pense qu'en France, on a encore la chance d'avoir quelques partis de la vraie gauche pour nous soutenir et qui ont pour certains les mêmes idées que nous. Je pense au NPA, je pense à Lutte ouvrière et je pense à celui qui a peut-être le plus de poids, c'est le Front de gauche. Je sais qu'on n'est pas là pour parler politique, mais quoi qu'il en soit, je pense que le Front de gauche a les mêmes idées que nous. Et je viens encore aujourd'hui de finir le livre L'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, qui me fait bien dire que... Oui. C'est pas assez fort? Ok. Ah oui, effectivement, on m'entend mieux. Ouais, donc tout ça pour vous dire que je viens de finir aujourd'hui L'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon, son dernier livre, qui est très intéressant, très pertinent, comme d'habitude, on le connaît aussi. Et que bon, le Front de gauche est quand même une force à gauche, citoyenne avant tout, l'humain d'abord. Et sans vouloir faire de la politique, je pense que voilà, on n'est pas tout seul, et des actions citoyennes, il faut en faire, c'est plus important. Mais il faut aussi aller voter, je pense, et peut-être qu'on a un petit espoir de faire passer une vraie gauche. Voilà, je vois que tout le monde n'est pas d'accord, ce que je peux comprendre. Mais voilà, je pense qu'on a quand même cette chance en France d'avoir un parti qui a honnêtement, avec tout ce que j'ai entendu depuis 3 jours, pratiquement les mêmes idées que nous. Voilà. Une bonne soirée. Guillaume, au micro. Bonsoir. Salut Guillaume. Moi, ça fait depuis vendredi que je viens, et vendredi que je prends la parole, et j'ai seulement préparé un papier ce soir. Merci beaucoup. Donc, hier soir, j'ai pris la parole, et j'étais encore confus. Mais voilà, alors pour ceux qui sont là depuis vendredi, merci. Et c'est cool. Et genre, je voulais juste vous dire que vendredi, je suis venu avec des potes, et hier aussi, et... ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi on est là le soir. J'ai beau leur expliquer, ils comprennent pas. Donc voilà. J'ai seulement 19 ans et j'ai vraiment l'impression d'aller à contre-courant par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Et mes potes ne comprennent pas qu'on est là pour faire porter notre voix et qu'on puisse nous entendre. Chaque personne peut parler, même les handicapés, bref, je sais pas, mais on peut faire entendre notre voix de n'importe quelle façon. Si on est là ce soir, c'est pas juste pour être là et
ouais, faire comme moi, venir parler pour parler. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Donc, je suis allé sur... j'ai ouvert un Larousse, la première fois de ma vie. Et j'ai cherché la définition de démocratie. Donc je vais vous la sortir. Allez. La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu et contrôlé par le peuple, sans qu'il y ait de distinction due à la naissance, la richesse ou la compétence. Et c'est après avoir lu ça que j'ai eu une petite réflexion. En ce moment, le pouvoir, puisque c'est dans la définition, est censé être contrôlé par le peuple. Nous sommes tout à fait pas contrôlés par des gens du peuple. Excusez-moi de le dire, mais c'est une élite, on va dire, parce que monsieur et mesdames du gouvernement, ou tout politique sortant de sciences politiques, ou peu importe l'école, sont totalement déphasés, essayent de faire passer des lois qui... Ouais, pour eux ça leur paraît bien parce qu'économiquement ça leur apporte quelque chose. Ça fait rentrer des sous dans les caisses de l'État. Mais pour nous, qui le vivons, genre moi qui vais le vivre, par exemple la loi El Khomri en ce moment, j'ai quand même une interrogation sur le fait que... Merde, dans ce cas-là, à quoi ça sert de travailler quoi? Parce que on m'enlève tout, on m'enlève tout mon avenir, on m'enlève... Ouais, voilà, je suis biologiste. Je fais de la bio et c'est un métier de passion. On nous le dit dès le collège. Pour faire de la bio, c'est un métier de passion, vous savez. Et ouais, je vais pas gagner d'argent avec ça. Je vais pas être milliardaire. Je vais pas avoir un yacht. Merde, pour tous les jeunes qui sont là, réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Genre, vraiment, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui vous plaît? Ne réfléchissez pas en argent. Sérieusement, rien à foutre. Même si je serais pauvre, même si j'ai rien dans ma vie, je vais faire un truc que j'aime et je vais me battre pour le faire. Et peu importe toutes les personnes qui se mettront contre moi, je m'en fous. Genre, je suis plus fort que vous. Voilà. Donc, bonne soirée. Bravo Guillaume. Micro. Ouais, donc je vais rebondir. Montre le micro. Montre le micro. Ah ouais. Merci de me l'avoir dit. Ouais, donc je vais entre autres rebondir sur ce que disait la copine. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, la copine qui parlait de Marie-Nélande. Camille. Camille, ah oui, Camille. Ouais, en plus c'est le prénom que souvent emploient les zadistes, donc je devrais m'en rappeler. Ouais, donc Marie-Nélande, c'est vraiment quelque chose de grave, quoi. Les animaux, ils vivent 2 fois moins longtemps en captivité. Et là, ce qui s'est passé, c'est, entre autres avec les inondations du 3 octobre, je voudrais parler de ça, justement. Parce que ça... En fait, Nice, heureusement pour Nice, a été moins touchée. Mais là où moi j'habite l'ouest du département, à Valoris, on a été gravement touché. Côté Valoris, Cannes, Mandelieu, il y a eu des morts. Et moi je peux vous dire sans exagération que je suis un survivant de cette catastrophe. Parce que je me trouvais en voiture. Et ouais. Ah ouais. Et... ah oui, ouais, 1m50. Ouais. Et donc, du coup, j'étais en voiture au boulevard de la République à Cannes, donc un des endroits les plus critiques. Et vraiment, heureusement que je connaissais bien les lieux et que j'avais idée de ce que c'était ce genre de phénomène, que j'ai pas continué plus bas, parce que sinon je me serais fait emporter. Je suis vite parti dans les hauteurs et j'ai eu très peur, quoi, en fait. Voilà. Et de savoir qu'il y a eu des morts, le lendemain j'étais traumatisé, j'en ai eu les larmes aux yeux, enfin bon. Et tout ça pour vous dire, je voudrais lancer l'alerte aussi sur ça. Parce que tout le monde a dit, les politiciens, les premiers, ont dit oh là là, c'est la cata, pas de chance, c'est la fatalité, enfin presque c'était ça, quoi. Mais en réalité, rien n'a été fait, il y a toujours autant de béton. Et Nice, par chance, a été moins touché. Mais le jour, je ne suis pas catastrophiste, je suis plutôt de nature joyeuse et optimiste, mais tôt ou tard, il y a eu moins de précipitations à Nice, mais ça va se reproduire dans l'ouest du département, et peut-être même plus fort avec les changements climatiques, et ça se reproduira aussi ici à Nice. Et le problème, je
laisser. Ouais. Et donc le problème il est que là où l'humain est 100% responsable de ça, c'est qu'on a bétonné de partout. L'eau n'a nulle part où aller. Et donc forcément c'est pour ça que ça fait ce genre de problème, que l'eau elle inonde tout de partout. Et ce genre de catastrophes vont se reproduire à cause du changement climatique, à cause du surbétonnage, et le bétonnage qui diminue pas, qui augmente, et on fait rien. Et après on pleure les morts, et voilà quoi. Je voudrais juste lancer l'alerte sur ça, et puis dire qu'il faudrait aussi faire quelque chose là-dessus. Voilà, et j'en ai terminé, et puis bon, je vais partir dans pas très longtemps. Donc juste pour dire que... ouais, désolé. Juste pour dire que ce que je parlais de tout à l'heure au début là, sur l'atelier ZAD, revenez demain normalement je serai là, et mardi aussi, et puis on pourra en parler. Voilà, puis vous pouvez en parler aussi avec les copains, les copines qui faisaient les comptes rendus tout à l'heure avec moi. Voilà, merci. Bonsoir, je m'appelle Maureen, j'ai 16 ans, donc je suis étudiante à Nice. Je suis en plus de ça une fille, hein, donc pour revenir sur l'égalité. Je reviens aussi pour parler de ce qu'a dit Guillaume. Ici, il n'y a pas de jeunes ce soir. Très sincèrement, au niveau des étudiants, oui, vous êtes tous jeunes dans la tête, mais à partir de... On ne voit pas de jeunes de 16 à 20 ans à peu près ici, parce que les gens ne comprennent pas. Les adultes n'expliquent pas assez bien aux étudiants ce qui se passe réellement. Du coup, les étudiants ne s'indignent pas. J'ai la chance d'avoir une mère qui s'est présentée tout à l'heure, qui est chef d'entreprise et qui m'ouvre énormément les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire que les médias n'apportent rien aux jeunes. Les jeunes ne sont plus intéressés par ça. Les jeunes ne s'identifient plus à ces mouvements qui, pourtant, constituent notre avenir à nous. Moi, je me vois plus tard chef d'entreprise et je vois l'avenir qui s'offre à moi aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là ce soir face à vous. C'est parce que je m'indigne autant que tous les chefs d'entreprise, en tant que toutes les personnes qui sont là, parce que ici ce soir se discute mon avenir et l'avenir de tous les jeunes de la France, et que personne n'en parle assez, et que de toute façon les jeunes ne comprennent plus, les jeunes ne s'indignent plus parce qu'ils ne cherchent plus à comprendre. D'où la discussion sur la culture tout à l'heure. Les jeunes ne se cultivent plus, ils n'ont plus besoin. L'éducation nationale nous met dans des cages, on est des moutons, on nous apprend à rentrer dans des moules et à ne jamais en sortir. C'est comme ça qu'on est mis. Voilà, je voulais simplement en parler ce soir pour que tous les gens puissent, à chaque fois qu'ils voient un jeune de mon âge, enfin entre 15 et 20 ans, puissent leur en parler simplement. On m'en a parlé simplement et je suis là ce soir devant vous parce que oui, je suis indignée, parce que oui, j'ai peur, parce que oui, j'ai besoin de solutions pour ma vie et pour la vie des autres. Oui, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on m'aide et qu'on aide tous les jeunes d'aujourd'hui et les travailleurs qui sont déjà... L'avenir se joue maintenant. Et je remercie tout le monde de m'avoir ouvert les yeux. Je remercie les groupes Facebook et je remercie cet événement pour ça. Merci.